Bienvenue dans Couture apparente, le podcast qui s'interroge sur la mode et l'impact qu'elle a sur nos vies. À la fois un art et une industrie, la mode soulève des questions sociales, politiques et écologiques que ce podcast aborde sans complexe. La mode et le féminisme sont-ils compatibles ? Comment créer des bijoux durables ? Quel est le coût d'une fabrication éthique ? Est-ce que la mode discrimine les minorités ? Qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France ? Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques, activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Élodie Verdant et Marine Braquet pour l'épisode 11. Comment créer des chaussures responsables ? Déjà, dans un premier temps, pour la production de chaussures en cuir, qui est un dérivé de l'industrie de la viande, on sait que la viande, ça pollue, que l'élevage des animaux est plutôt polluant. Du coup, sans connaître l'origine des cuirs et des conditions de fabrication des paires, ça peut être justement, je trouve, un problème face à cette industrie-là. La voix que vous venez d'entendre est celle d'Élodie Verdant, la créatrice de Chouchou Paris. Élodie a lancé cette marque de chaussures intemporelles après une carrière dans une grande maison de luxe en tant que designer knitwear. Elle a tout repris à zéro pour se consacrer à un projet durable et à taille humaine. Elle répond à mes questions sur les problèmes écologiques posés par les chaussures. Surtout si on fabrique trop de chaussures à bas coût, dont on ne connaît pas la traçabilité des cuirs, ça peut vraiment être un problème. En France et en Europe, les tanneries sont hyper contrôlées. Hyper réglementé. En revanche, dans d'autres pays, c'est pas du tout le cas. Donc ça, voilà, selon l'approvisionnement des cuirs, ça peut être un souci. En plus, ce que je trouve maintenant, c'est que bon là, c'est le petit parallèle avec la chaussure de sport, mais c'est un business qui est ultra grandissant et que les gens consomment des chaussures de sport, mais presque principalement pour la collection des paires, du coup, qui ne devient pas du tout un usage au quotidien, mais vraiment pour l'accumulation et d'avoir tel ou tel modèle qui sort. Donc ça, je pense que c'est aussi un souci. Et ce que je trouve aussi, c'est le recyclage de la chaussure qui est pas encore arrivé, en tout cas dans la chaussure cuir. Là, on recycle de plus en plus de baskets, mais pour ce qui est plutôt de la chaussure artisanale cuir, il y a tellement de composants qui rentrent en jeu dans la chaussure que il en vient difficile en fin de vie de produit de pouvoir, pour le moment, le recycler correctement. Et le tannage, pour reprendre juste le petit aparté cuir, mais le tannage est quand même hyper polluant aussi, donc que ce soit un tannage minéral, donc le chrome qui est lui polluant, mais un tannage aussi végétal qui va déverser moins de produits chimiques, mais ça reste quand même une industrie polluante. Ma seconde invitée, Marine Braquet, partage l'avis d'Élodie sur l'impact complexe du cuir. Marine est la cofondatrice de Nomasei, une magnifique marque de chaussures durables qui commence à bien se faire connaître. De la chaussure en particulier, je sais pas s'il y en a en particulier, je dirais que c'est un peu les mêmes que ceux qu'on rencontre dans la mode. Peut-être un particulier par rapport à la chaussure et qui du coup peut s'appliquer aussi au sac, mais le problème du tannage du cuir et donc du coup des produits chimiques liés au tannage des peaux, quoi, et du coup de la pollution qui en résulte et pour l'humain et pour l'environnement. Donc ça, puisque sur le vêtement on utilise quand même moins de cuir, on va dire. Les cols, parce qu'il y a beaucoup de cols qui sont chimiques. Bon, nous, notre usine, depuis bien longtemps, bien avant qu'on les connaisse, utilise des cols à l'eau, sans solvant, justement, pour éviter d'avoir des inhalations qui soient néfastes pour la santé. Comme ça, sur la chaussure, je dirais que c'est les deux, qui sont liés à la fabrication, du coup, je dirais que c'est les deux que je vois en particulier, même si de plus en plus, il y a des alternatives. Notamment sur le cuir, de plus en plus de tannage métal free, donc sans métaux lourds, qui sont quand même beaucoup moins invasifs. Et un autre tannage dont il est trop tôt pour parler, mais qui, si le brevet est validé, sera une vraie révolution. Donc du coup, on croise les doigts. Donc il y a quand même des choses qui vont dans le bon sens. En plus de ces problèmes dus à la fabrication, Marine perçoit un autre défi écologique propre à la chaussure, le traitement du produit à la fin de sa vie. Et après, je dirais peut-être un des problèmes qui est pour moi similaire à celui qu'on peut avoir sur le vêtement, même si peut-être le vêtement c'est moins pire si on fait bien attention. Mais la chaussure, ça s'use. Une chaussure, si elle remplit sa fonction, c'est un produit qui a une vraie fonctionnalité, à savoir marcher avec. C'est QFD, et du coup ça s'use, et la fin de vie de la chaussure, c'est quelque chose qui est encore assez obscur.
Nous, c'est un truc qui nous passionne. On aimerait craquer le truc. On réfléchit à comment. Mais c'est vrai que ça, du coup, d'un point de vue plus écologique plutôt que social, je dirais. Mais d'un point de vue écologique, ça a un vrai impact. Et la seconde main de la chaussure est plus compliquée à faire que de la seconde main de vêtements. Parce qu'une chaussure, si elle a été utilisée, elle se fait à un pied. Du coup, en vrai, d'un point de vue ergonomique, c'est pas très bien de réutiliser les chaussures de quelqu'un, hein. Enfin, nous, on le voit ici, hein, on reçoit les femmes sur rendez-vous, elles ont toutes des problèmes avec leurs pieds. Toutes. Enfin, c'est comme ça. Et du coup, du dos, du bassin, du machin. Donc, il y a une vraie logique d'ergonomie du corps aussi. Donc, la seconde main est pas évidente sur la chaussure. La fin de vie de ce produit, quoi. Mais c'est vrai qu'on essaye d'éduquer, enfin j'aime pas trop ce mot parce que ça fait un peu genre nous on est au-dessus des autres, mais d'expliquer aux femmes que bah en fait il y a une raison à avoir autant des fois un jean, on peut se dire j'ai un bon jean, il est increvable, allez j'en ai deux, et en fait ça va me durer. Mais en fait des chaussures, il y a quand même une logique d'en avoir plusieurs parce que notamment on dit que une chaussure ne doit pas se mettre 2 jours de suite, par exemple. Parce que la matière doit respirer, il faut que l'humidité qui s'est condensée dans la chaussure se sèche, enfin ce genre de choses. Et il faut prendre soin de ses semelles, un bon bout, ça se change, enfin il y a plein de choses comme ça. Un cuir, ça s'entretient. Et donc on essaye d'expliquer aux femmes que bah, nos chaussures, elles ont beau être de bonne qualité, et à un moment donné, si l'usager n'en prend pas soin, bah, il n'y a pas de miracle, hein, elles finiront par être foutues, quoi. Donc du coup, il y a quand même voilà, cette logique-là de revenir un peu comme nos parents et nos grands-parents faisaient, cirer ses pompes, enfin, ce genre de truc. Mais ça a une vraie... ça marche en fait. Et c'est pour ça que nous, pour les Françaises, on a un partenariat avec un cordonnier, du coup chez qui on les envoie, et avec qui on a... Enfin voilà, elles ont une réduction quand elles viennent de la part de nos Marseille, justement pour expliquer et favoriser ce respect et cet entretien du produit, quoi. On l'a vu, la chaussure peut poser des problèmes sociaux et environnementaux spécifiques. Si on a déjà évoqué quelques solutions, j'ai demandé à mes invités comment elles faisaient concrètement, avec leur marque, pour minimiser l'impact environnemental de leur design. Élodie ne ménage pas ses efforts et suit un principe pour Chouchou, la durabilité. Donc pour Chouchou, c'était vraiment l'idée de pouvoir produire correctement et de diminuer l'impact et aussi de pouvoir produire d'une manière plus durable. Donc moi, le projet à la base de cette marque, c'était vraiment... C'est un projet qui est né d'une frustration de ne pas trouver, entre guillemets, je vais pas faire le mauvais jeu de mots, mes chaussures à mon pied dans l'industrie parce que j'ai l'impression que je devais toujours faire des compromis entre le confort, entre le design, entre le prix et la qualité. Et je me retrouvais trop souvent avec des chaussures qui s'abîmaient très vite, pourtant que j'adorais, mais que je trouvais complètement déformées au bout de quelques portées. Des chaussures qui m'écrasaient les orteils, enfin, il y avait pas mal de choses, ou des semelles qui étaient trop fines, ou des semelles qui se décollent. Du coup, voilà, ça c'est un peu la genèse du projet où je me suis dit, bon, bah allez, on y va, on lance le premier modèle, comme moi j'imaginerais la bottine idéale. Mais évidemment, après mon passé aussi en tant que designer voilà, au sein d'une maison de luxe française, je me suis rendu compte aussi de certaines choses auxquelles je ne voulais plus participer dans l'industrie de la mode, et notamment cet enchaînement de collections et de surproduction assez intense. Du coup, l'idée était de pouvoir, dans ce projet, rallier mes valeurs et justement la volonté de faire un beau produit et essayer de limiter au maximum l'impact. Du coup, dans un premier temps, mon choix a été d'utiliser des cuirs issus de stocks dormants. Grâce à cette solution, on ne produit pas de matière nouvelle, donc c'est une économie de CO2 et d'eau pour la planète. Juste pour donner une petite idée, pour une paire de bottines, c'est donc une paire de bottines Chouchou qui consomme environ 0,55 m² de cuir. On fait une économie de 20 litres d'eau et de 2 kg de CO2. Donc ce qui paraît peut-être pas énorme, mais en tout cas, ça c'est pour un modèle. Donc voilà, si on imagine la première production qui a été de 100 paires suite aux premières précommandes, c'est déjà assez gratifiant. Mon deuxième point, c'est le choix des composants. Donc tout ce qui est talons, formes, première de montage, boutures, etc. Tout ça a été en fait sourcé dans un rayon très proche de mon fabricant actuel en Italie. Donc il y a quand même, on essaye aussi de limiter tous les produits et les allers-retours. Et puis, le troisième point qui est par rapport au stock, au cuir, c'est aussi d'utiliser des cuirs donc issus de stocks dormants, certes, mais des cuirs de très bonne qualité qui ont tous des certifications REACH et Leather Working Group. Donc ça, ce sont 2 réglementations
REACH, c'est une réglementation européenne qui est adoptée pour mieux protéger la santé humaine et l'environnement, contre notamment les risques liés aux substances chimiques. Et le Laser Working Group qui lui accompagne et certifie les tanneurs spécialement pour l'industrie du monde du cuir, pour se conformer à des process respectueux de l'environnement et des humains. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et voilà, l'idée, c'est aussi principalement de privilégier des matériaux de qualité pour fabriquer des chaussures qui sont à la hauteur et qui puissent justement être pérennes et être utilisées plus longtemps. Du côté de Nomaseille, on essaye aussi de prendre en compte tous les aspects de la marque pour un impact minimal sur l'environnement. Je trouve que pour la taille de leur entreprise, l'équipe fait un travail engagé de super qualité, même si, comme Marine va nous le raconter, il y a toujours des points à améliorer. Alors, il y a plusieurs choses. En vrai, il y a déjà une première chose c'est un peu une démarche holistique, tu vois, de se dire tout ça, c'est un tout. Ça sert à rien de se dire la seule chose sur laquelle on mise, c'est nos cuirs certifiés. Bon, en vrai, si tout le reste c'est fait en dépit du bon sens, on s'en fout d'avoir des cuirs certifiés. Et nous, en plus, on n'est pas du tout à la chasse à la certification. On préfère travailler avec des gens qu'on connaît bien et se dire que de toute façon, des fois, les petits fabricants, ils n'ont pas forcément les moyens de se les payer, les certifications. Mais bon, bref. Donc, pour répondre à ta question, un des trucs qui est intéressant, c'est qu'on s'est écrit une charte et qu'on l'a mise dans notre pack d'associés. Et du coup, c'est un garde-fou qui nous rappelle à l'ordre souvent. Parce que l'humain est fait de telle sorte, je trouve qu'on a tendance à très vite dévier, à se laisser embarquer dès que tu as des opportunités. Tu dis, ah, mais c'est cool, nan, nan, c'est excitant. Puis en plus, nous, avec Paul, on est des excités de tout. On est tellement curieuses que dès qu'on nous propose un truc, on est, ah, trop bien. Donc voilà. Et à chaque fois, on se dit, oh là 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 là, on se cale. Donc du coup, un des premiers trucs, c'est vraiment de se dire, on ne sort un produit que quand il est abouti, on ne lance un proto que quand on est sûr du dessin et que on trouve qu'il y a un vrai intérêt. On réfléchit en termes de fonctionnalité. Donc, ce qui est intéressant, nous, c'est qu'on voit les clientes de plus en plus, donc on comprend les problématiques qu'elles rencontrent dans l'utilisation de la chaussure, dans la recherche, donc d'un modèle. Moi, du coup, je donne un feedback direct à Paul et Paul dessine dans ce sens-là. Donc ça, déjà, c'est une première approche. Ça a l'air de rien, mais ça évite de faire des protos et d'utiliser de l'énergie humaine et de l'énergie de manière générale pour des choses dont on sait qu'elles vont finir à la poubelle. Ensuite, donc du coup, pas faire beaucoup de modèles, enfin bien les aboutir pour qu'ils soient bien confortables, qu'ils correspondent à un besoin et que du coup ils durent, que voilà, donc qu'on crée des vrais intemporels et tout, donc ça. Ensuite, il y a une autre logique qui est vraiment de travailler dans une économie de besoins. On aime bien dire que, comme on prend le temps, on prend le temps d'aller chez les fournisseurs, de discuter avec eux, de trouver le bon cuir, de trouver le bon cuir qui va sur la bonne chaussure, de travailler avec des gens qu'on connaît bien. Enfin, je sais pas, par exemple, là, tous nos bambous, donc le bambou, tu sais ce que c'est ou pas? En fait, tu sais, tu le talon et en dessous du talon, souvent, tu as un truc noir, ou d'autres couleurs, en gomme ou alors il y en a beaucoup qui sont en plastique. Nous, on utilise de la gomme, de plus en plus de la gomme naturelle, donc ça, c'est le bambou. C'est ce qui permet d'amortir, quand tu marches et donc nous, par exemple, là, en fait, en prenant le temps d'aller chez le fabricant, c'est un mec qui a un petit atelier, c'est un garage qui est au rez-de-chaussée de sa maison, hein, c'est vraiment et il fait les bambous de plein de marques. Et en fait, Paul, en allant chez lui, il lui dit: «Mais attends, je comprends pas, t'as toutes ces chutes-là, donc tu fais quoi?» «Ben, ça, j'en fais rien, parce que je les jette». «Bah non, mais nous, on va les utiliser, en fait, on les recycle, enfin, c'est débile, enfin, tu vas pas jeter ça». «Bah ouais, mais moi, j'ai pas le enfin, on fait un deal alors, parce que j'ai pas envie que tu me dises s'il y a un mini défaut ou s'il y a un truc, que tu me les jettes à la poubelle». Et Paul a dit: «Ouais, t'inquiète, on fait un deal, c'est notre certification, c'est la certification de Marseille, mais nous, on te les prend, en fait, on va pas jeter ça, c'est absurde». Donc enfin voilà, donc il y a ce genre de choses, donc on travaille un peu à l'ancienne, et le fait qu'en fait on soit associé avec notre fabricant, qui du coup nous emmène chez des gens de confiance qu'il connaît, tous nos éléments ils sont sourcés 40 kilomètres autour de l'usine, donc ça déjà ça réduit l'impact. Donc voilà, le fait d'être associé avec son fabricant, ça évite beaucoup d'erreurs et du coup il y a des warnings qui sont mis en place très tôt puisque c'est quelqu'un qui connaît le produit, comme peu de gens et en plus vu qu'il est hyper exigeant, voilà. Ça aussi en fait, le choix de ses partenaires, permet, de réduire l'impact. C'est pour ça que je dis qu'il y a une démarche holistique, quoi. C'est vraiment un tout, c'est pas juste un élément. On essaye vraiment de réfléchir comme un tout. Le fait de fabriquer des petites quantités toujours au début pour tester un produit et ensuite, si ça fonctionne, partir sur des plus grandes quantités. Donc du coup, de laisser vraiment la consommatrice, juger, et nous dire si, le produit rencontre, sa cliente, quoi. Et je dirais après l'autre élément, mais sur lequel pour le moment nous ne sommes pas encore suffisamment, pour moi, performantes,
c'est la logistique qui est un vrai sujet et sur lequel, nous devons, nous améliorer et nous allons nous faire aider pour nous améliorer à partir de la rentrée. Là, on est en train de dégager, enfin de se structurer pour dégager du temps sur, de l'opérationnel justement pour être plus performante là-dessus parce que, bah, moi j'avoue qu'il y a des jours où ça me pose des cas de conscience quand même. Ouais, il y a des jours où je suis pas très à l'aise avec ça. Enfin, pas des jours, tout le temps, de plus en plus. Là, c'est un peu le choix cornélien de qu'est-ce que tu veux pour ta marque. Enfin, nous, il s'avère que sans qu'on le veuille, alors la marque a commencé à être vendue aux États-Unis, mais c'est le problème d'un e-commerce en fait. Tu as un site, les gens te trouvent, ils achètent. Bah, tu vas pas non plus refuser des clientes aux US. Et du coup, tu es là, tu dis ok, mais en fait, il y a un moment donné. Alors ça va, on a des taux de retour qui sont quand même très faibles pour ce type de produit. Mais avec une augmentation des commandes, ça va s'augmenter et du coup, moi je c'est pas possible en fait, je peux pas, on peut pas en fait. Si on trouve des solutions, enfin, le fait est que, c'est compliqué. Enfin, je veux dire, on est dans une économie qui est globalisée et je mets au défi, quelconque, marque que ce soit, aussi éco-responsable qu'elle soit, si elle a l'ouverture d'un marché, le refuser, enfin, je pense qu'il y en a qui le font, hein et c'est trop bien. Nous, j'avoue qu'en fait, on n'a pas vu le truc venir et on s'est un peu, laissé, dépasser et maintenant que c'est là, bah, il faut qu'on trouve des solutions, quoi, parce que c'est pas viable. Mine de rien, l'honnêteté de Marine n'est pas si fréquente, même dans le milieu de la mode éco-responsable. Et au final, cette transparence permet d'améliorer la marque sur plein d'aspects et de façon inattendue. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'en plus, quand tu es transparent, enfin, nous, on a des clientes, hein, qui nous apportent des idées de solutions. C'est trop bien parce que du coup, enfin, elles aiment la marque, elles ont envie que ça vive, elles trouvent le projet, comment dire? Bah, que c'est un beau projet qui correspond à, leurs valeurs et tout et on a, enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois, des clientes: «Bah, écoutez, moi, si je peux vous aider d'une quelconque façon, n'hésitez pas, je dégagerai du temps et on peut discuter» et c'est trop cool, quoi et je pense que la démarche éco-responsable, elle vient de là aussi, de l'entraide entre les uns et les autres. Rien ne peut se faire seul dans son coin et du coup, il y a un truc de partage, clairement qui est indispensable, je pense. On s'est clairement mis dans un tunnel. Le Covid nous a pas aidés. On s'est tous renfermés un peu sur nous-mêmes et tout. Puis on était tellement en mode: «OK, il faut que ça vive, cette marque et tout», qu'on était dans le tunnel de Marseille et on a oublié un peu de sortir de notre tanière et de rencontrer d'autres entrepreneurs pour justement être dans cet échange d'idées et de solutions et ça, c'est un défi. Il faut qu'on se penche, sur la question, quoi. En plus de l'aspect environnemental, il y a bien sûr le côté humain à prendre en compte lorsque l'on pense une mode plus juste. Et ça passe notamment par un mode de production qui respecte les droits et la dignité des personnes qui fabriquent nos pièces. Elodie nous raconte comment elle a mis ça en place pour Chouchou. Alors, les modèles sont produits en Italie. C'est une usine qui se situe donc en Toscane. C'est une usine familiale qui a été reprise par 3 frères et c'est vraiment une usine à petite échelle. On appellerait même peut-être, je dirais que c'est plutôt entre l'atelier et l'usine, mais voilà, ils sortent quand même pas mal de prod pour des maisons. Mais globalement, j'ai pu voir, à chaque fois lors de mes déplacements, l'intégralité de l'usine et l'intégralité des personnes qui y travaillaient, autant dans les bureaux que vraiment, à la chaîne de production. Là, vraiment, c'est hyper agréable même de pouvoir aller saluer les gens, de voir même quand ils travaillent sur les modèles ou sur d'autres modèles, de comprendre les chaînes de fabrication et de voir en fait, bah, évidemment, on va pas se mentir, c'est quand même des métiers qui sont bruyants, certains postes sont assez lourds, mais voilà, en tout cas, je n'ai pas ressenti de malaise ou de mal-être ou quoi que ce soit lors de mes visites. Et en plus, bah, l'idée de produire de façon plus éthique aussi, pour moi, c'est hyper important, c'est de valoriser leur artisanat et notamment dans la chaussure parce que c'est quand même, le montage cousu que je propose avec, le premier modèle de bottine, c'est quand même assez rare dans le sens où il y a 99 des chaussures de femmes, qui sont, fabriquées, peut-être j'exagère, mais en tout cas plus de 80 90 qui sont fabriquées uniquement avec un montage collé et avec, cette fabrication-là, de un, on limite un peu l'utilisation de la colle et de deux, ça fait justement valoriser un savoir-faire et un artisanat, que même eux, des fois, n'ont pas non plus conscience, donc c'est assez drôle, justement, de pouvoir travailler dans cette direction-là. Ça ajoute un style, mais c'est vrai il faut le savoir et j'essaie beaucoup de communiquer là-dessus et de le dire que c'est pas uniquement une piqûre décorative qu'on voit sur le pourtour de la semelle et c'est vraiment un montage qui est cousu. Et du coup, ce qui est assez chouette, c'est que le montage cousu est sur le devant et qu'ensuite, avec le décroché du talon, ça s'arrête. Du coup, c'est aussi vraiment quelque chose qui est assez artisanal. Comme l'explique Elodie, il est hyper important que les marques connaissent précisément leurs usines et les aient déjà visitées. Malheureusement, ça n'est quasiment jamais le cas dans l'industrie. Marine nous en dit également plus sur l'usine de son associé. D'ailleurs, précision, c'est une coïncidence totale que les 2 ateliers de mes invités soient gérés par 3 personnes en Toscane, mais je vous promets, ça ne sont pas les mêmes usines.
Comme quoi, ça nous montre à quel point l'Italie, avec l'Espagne, est le pays spécialiste des chaussures en Europe. C'est le fait de travailler avec une usine qui, avant de nous connaître, avait déjà mis en place de toute façon, des, pratiques, et sociales et éco-responsables. Donc sociales d'un point de vue, notamment du traitement des salariés et de leur rémunération. Puisque tu as un salaire minimum en Italie comme partout et lui, en fait, a pris la décision, de les rémunérer, bien au-dessus du salaire minimum et au-dessus du salaire minimum de ce type de métier. Donc en fait, il y a une certification qui met à jour, régulièrement. Nous, il nous la transmet, donc on sait exactement comment sont traités les salariés. Et puis, d'ailleurs, en fait, il y a pas de secret quand tu vois que tu as des gens qui travaillent dans cette usine depuis 15 ans et qui restent, enfin, je pense que c'est un des meilleurs indicateurs et qui ont la banane. Et après, en fait, l'usine, encore une fois, bien avant de nous connaître, avait un projet donc qui a été, complètement, retardé du fait du covid, mais qui, ouvrira là, en septembre et qui est une usine complètement repensée avec tout un système de récupération des eaux de pluie pour chauffer en hiver et pour climatiser en été, parce que la Toscane, on a un vrai problème de réchauffement climatique, malheureusement. Donc un vrai système, enfin voilà, d'énergie photovoltaïque, de système d'irrigation des sols et de plein de panneaux végétaux pour rafraîchir l'immeuble par justement tout ce système de récupération des eaux de pluie. Enfin, il y a plein de trucs, je m'en souviens plus, mais il y a tout un détail qui avait été fait par l'architecte et c'est passionnant. Donc ils sont 3 associés aujourd'hui. Ils ont, 45 ans, 2 frères et un autre homme et c'est les 2 papas de ces 3 garçons qui avaient créé l'usine. À l'époque, en fait, tu avais des modélistes en Italie, donc des gens vraiment qui travaillaient le modèle et les marques, genre Chanel, nani nana, envoyaient leurs modèles et les modélistes faisaient les modèles et ensuite c'était développé, industrialisé, ce genre de choses. Mais tu avais pas vraiment de structure d'usine comme il y a aujourd'hui. Nous, notre interlocuteur principal, c'est Massimo, donc son papa, était un modéliste de renom, qui avait quelqu'un qui avait beaucoup de talent et tous ses amis, à un moment donné, lui ont dit: «Mais vas-y, t'as de l'or entre les mains, enfin, monte ta structure». Donc il a créé son usine et elle a été reprise par les 3 fils et donc dedans, tu as Francesco, donc on est associés avec les 3, mais nous, vraiment, celui avec lequel on parle tous les jours, c'est Massimo, puisque c'est notre directeur technique. Lui, en fait, il a, et un parcours vraiment chaussures techniques et un parcours un peu business management et donc c'est vraiment lui qui gère l'usine. Et comment on l'a choisi? En fait, on a une amie, qui est de la région, de Florence, qui connaît tout le monde et on lui disait: «Voilà, on cherche, quelqu'un qui partage nos valeurs, quelqu'un de bien». Comme on avait tout ce discours de dire: «On veut moins faire, mais mieux», pour prendre le temps de travailler main dans la main avec un fabricant, aboutir un beau produit, leur laisser le temps de faire leur travail correctement, parce que c'est vrai qu'avec le rythme effréné des collections, même dans le luxe, hein, enfin, on va pas se mentir, on leur tape dessus, hein, le fabricant. C'est genre, il faut que ça aille plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Et du coup, mais tout en ayant un produit parfait. Donc, les mecs, ils sont en mode, c'est pas possible, tu peux faire rentrer un rond dans un carré, ou un carré dans un rond, je sais plus. Et donc, du coup, nous, on est arrivés avec cette démarche. Il a été. C'est un peu le hasard qui a fait. Là, j'avoue, c'est un peu le hasard, en fait. Et ça a été un coup de cœur, quoi. Et aujourd'hui, on est amis. C'est la famille, quoi. Moi, des fois, je me dis, quoi qu'il advienne de nos Marseille, rien que pour ça, ça aurait été super, parce que c'est une des plus belles rencontres que j'ai faites de ma vie. Quand mon fils, je suis au téléphone, je lui dis que je suis avec tonton Massimo, quoi. Enfin, c'est la famille. Pendant le Covid et tout, ça nous a, ouais, ça nous a sauvés. Et, c'est vrai que là-dessus, pour nos Marseille, on a de la chance parce qu'en fait, il y a quelque chose de très organique au niveau des relations humaines qui s'opèrent et on fait des très belles rencontres. Et du coup, enfin voilà, on a un bureau de presse et du coup, pendant le Covid, ils étaient là: «OK, comment on peut aider l'usine? Ils fabriquent des masques, mais on va parler de ça dans la presse, comme ça ils vont avoir de la visibilité dans la presse». Et du coup, l'usine s'est retrouvée, sur le devant de la scène. Du coup, les ouvriers étaient hyper touchés parce qu'ils traversaient une période hyper dure, mais en fait, du coup, ils disaient: «OK, c'est utile, on parle de», enfin, je sais pas. Et du coup, il y a toute cette, ouais, je sais pas, c'est cool, quoi. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que Marine et Elodie nous donnent des exemples géniaux des relations entre marques et usines, dans le respect de l'artisanat et des personnes. Pour finir sur ce petit point humain, on a parlé d'un aspect essentiel de la chaussure avec Elodie, le confort. Est-ce que je suis la seule femme à avoir les pieds charcutés par les sandales et les bottines que j'essaye? Non mais franchement, les chaussures, féminines en tout cas, c'est souvent horrible. Donc quand j'ai essayé les modèles d'Elodie, j'ai halluciné face à leur niveau de confort. En effet, elle s'est donnée à fond pour créer un design qui respecte le corps de celles ou ceux qui le portent. Un acte quasiment féministe à mes yeux, vu le niveau du reste de l'industrie. Je suis ravie que tu soulèves ce point. Pour moi, c'est hyper important d'avoir fait des chaussures confortables parce que moi-même, trop entravée dans les chaussures.
Et j'ai pas non plus envie de porter des Birkenstock tout le temps. Et du coup, là, de trouver justement le compromis avec une forme qui n'écrase pas les orteils et une hauteur de talon parfaite qui, pour moi, en tout cas, me permet de pouvoir marcher très rapidement sans être entravée ou sans être limitée. C'est vraiment ce que j'avais à cœur et je suis ravie d'avoir des retours des clientes qui me disent mais je me sens forte quand je porte mes chouchous, c'est incroyable et du coup là c'est hyper gratifiant. Donc oui, c'était vraiment une volonté. Ensuite, là, par rapport à ta question pour les hommes, le modèle il est décliné jusqu'au 43. Donc il y a certains hommes qui les portent et qui eux ont pas du tout la même connaissance, enfin voilà, d'être entravés en tout cas comme nous potentiellement pas autant, en tout cas pas avec des talons. Et pour le moment, tout le monde était en tout cas ravi. Voilà. Vous l'entendez bien, mes invités ne ménagent pas leurs efforts pour atteindre des hauts niveaux d'esthétisme et de durabilité. Mais est-ce qu'elles rencontrent des difficultés dans ce processus? Élodie partage les défis typiques d'une jeune marque, Chouchou a fêté ses 1 an cet été, qui se bat pour être la plus responsable possible. Alors, bon, principalement, je dirais que là, arrivé pas forcément à la fin, mais en cours de production, c'était vraiment le prix, le premier obstacle, parce que bien produire, ça coûte cher. Et que dans mon idée de départ et ma gamme de prix, je ne souhaitais pas dépasser les 350 €, voire 380, et que là, je me retrouve quand même avec un produit autour des 400-450 €. Simplement, donc ça, c'était vraiment mon premier obstacle, parce que comme les matériaux sont de qualité, comme la fabrication est artisanale, bah c'est un petit peu l'enjeu. Et comme on veut faire, enfin, mon souhait était de fabriquer sur précommande, avec des quantités très raisonnées, évidemment, ça augmente les prix auprès du fabricant. Donc ça, c'est un premier obstacle. Le deuxième, c'est aussi notamment, comme tu l'as dit, comme tu me l'as demandé, à la recherche des premiers fabricants, parce que c'est pas simple de se lancer et d'avoir des minimums, enfin de trouver des fabricants qui acceptent de faire des petites quantités. Donc là, j'ai eu beaucoup de chance, même si maintenant, c'est plus trop le cas parce qu'ils augmentent les minimums de production. Mais ça peut être aussi un frein, évidemment, à ce que des industriels soient OK pour soutenir des nouveaux projets, de croire au projet, de se dire que potentiellement ça peut grandir et aussi de se challenger là-dessus. Et aussi par rapport vraiment à l'aspect purement pratique pour les stocks dormants, ça c'est aussi un problème c'est pas toujours évident de trouver les quantités suffisantes qui matchent avec les minimums de production de l'usine justement. Parce que j'adorais me dire, bah ok, je vais prendre cette vingtaine de pots là que je trouve, ou encore ça c'est dans le cas où il y a pas mal de pots, et on en fait tant de paires, et puis après il y a un autre petit, tiens, un jaune ou un rose ou un violet que j'aimerais faire une petite capsule, mais tout ça c'est très compliqué parce que l'usine, voilà, à mon échelle, ne peut pas encore travailler de cette manière-là. Après, effectivement, il y a aussi juste pour eux, c'est aussi quand même une grosse contrainte de programmer des machines. Surtout dans la chaussure, c'est quand même pas rien d'avoir toute une chaîne de production qui soit mise au point pour peu de paires. Mais je suis d'accord, il y a plus d'ateliers qui devraient peut-être se pencher vers les nouvelles marques ou essayer de développer des nouvelles manières de faire. Pour Marine, chez Nomaseille, les obstacles sont différents, notamment car la marque a été fondée depuis plus longtemps et en est donc à un autre stade de développement. D'ailleurs, leurs designs ont été portés par des personnalités comme les sœurs Hadid, Kristen Stewart ou encore Nicole Kidman. Ouais, c'est un peu la classe. Et malgré ce succès, tout n'est pas simple. Bah, en fait, les soucis, ils sont pas trop sur le produit, nous. C'est la partie la plus facile, je dirais, pour nous, même si ça l'est pas, parce que c'est beaucoup de travail et que des fois, on a des petits loupés de mise au point, de prod, donc du coup, de chaussant qui est pas top, donc de clientes un peu déçues et tout. Mais encore une fois, vu qu'on est hyper proche, enfin, on est dans un truc hyper organique, on rectifie assez le tir. Sur le produit, honnêtement, ça va. C'est vraiment notre métier à toutes les deux, enfin, et à tous les trois, du coup, avec Massimo. C'est plus ce que je disais, ce genre de truc de: «OK, comment on mesure notre empreinte carbone? La logistique, putain, on n'avait pas vu le truc venir, comment on se retrouve à faire en sorte, d'avoir un truc qui tient la route et qui, minimise son empreinte?» Les obstacles, ils sont plus sur des choses qui ne sont pas mon métier, à savoir, bah, enfin notre métier, la com. C'est pas notre métier, à Paul et à moi. On n'avait pas de business plan quand on a lancé Noma Say, on avait un joli produit. Mais non, mais en fait, on sait pas faire, enfin nous, on fait du produit, quoi. Moi, j'étais chef de produit, responsable de co. Paul, elle est designer depuis 25 ans. Alors c'est notre force, hein, parce qu'aujourd'hui le produit il est nickel chrome, voilà, d'un point de vue créatif il est trop créatif,
Mais bon, c'est vrai que des fois, on se dit: «Mais attends, on est quand même, des illuminés, quoi. On a lancé ce truc-là, on avait réfléchi à rien, à part notre produit». Enfin, on avait alors oui, tout le truc éco-responsable au niveau du produit, on l'avait, mais oui, le truc de se dire: «On fait des petites quantités, nin nin nin», mais c'est vrai que, on n'est pas bi moi, je trouve que notre plus gros obstacle, si je peux dire, c'est le discours marketing qui est encore pas bien rodé par rapport à d'autres marques où c'est genre au cordeau. Donc là, tu es là, tu dis: «OK, ça se voit qu'on n'a pas fait une école de commerce et qu'on n'a pas appris tous les tricks». Mais voilà, parce que tu as, c'est genre, tu es là, tu dis: «Mais oui, je comprends les biais cognitifs, les machins, les trucs, ils ont tout verrouillé, c'est genre trop malin». Nous, pas du tout. Et donc je dirais que ça et oui et les gros sujets vraiment de fond, où clairement là aujourd'hui, bah, il faut se faire aider quoi. Enfin, mesurer son empreinte carbone, bah, tu prends un consultant parce que moi toute seule je sais pas le faire, je sais pas par quel bout le prendre et comment gérer la logistique, bah, ouais, je sais pas, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide, quoi. Donc c'est plus ça, je dirais. Pour terminer cet épisode, j'ai posé ma question préférée à mes invités. Dans quelle direction se dirige l'industrie de la mode et dans le cas de notre épisode, celle de la chaussure? De vrais efforts sont-ils mis en place pour un impact amoindri, surtout après la saison de dérèglement climatique catastrophique qu'on vient de traverser, ou reste-t-on dans l'indifférence et le greenwashing? Comme d'habitude, cette question provoque pas mal d'hésitations et de réflexions complexes. Mmh, c'est pas simple, je trouve. Effectivement, avec l'exemple de la sneaker, ça évolue plutôt dans le côté du greenwashing, mais pas forcément de l'éthique. Ça, personne n'en parle. J'ai pas l'impression que la bataille des Ouïghours intéresse grand monde non plus. Après, évidemment, on sent, en tout cas parce que moi je suis aussi un peu immergée dans ce domaine-là maintenant et je vois toutes les initiatives et j'ai l'impression aussi que mon Instagram n'est que autour des nouvelles initiatives positives dans ce domaine-là, donc j'aurais envie de te dire oui. Après, je pense que dans la réalité, par rapport à notre niche, c'est absolument rien, c'est très peu. Donc ça, c'est... Moi, je vois de plus en plus de marques qui se créent, qui ont envie de bien faire, de penser à un monde meilleur, sans être trop bateau, mais voilà, de produire bien. Et beaucoup de médias indépendants qui prennent le sujet à cœur en informant les gens, tout comme tu le fais aussi. Mais je pense que pour le moment, c'est pas nécessaire, c'est pas suffisant. Absolument pas suffisant. Et j'ai l'impression qu'il faut que le comportement des acheteurs aussi évolue, qu'on accepte de consommer moins, mais mieux, et qu'on revienne à comprendre voilà, le réel prix d'un produit, qu'on comprenne la fabrication. Et ça passe par, en tout cas, je pense, le fait de continuer d'informer, d'éduquer les gens et les enfants. Et voilà, je crois aux nouvelles initiatives et au renforcement des initiatives existantes. Et je pense aussi notamment que de se tourner vers l'upcycling, même que ça soit pas juste l'utilisation de matières issues de stocks dormants, mais que ça soit aussi, par exemple, des grandes enseignes qui ont des stocks à n'en plus finir, comment on peut revaloriser ça, la seconde main, et puis peut-être probablement la location qui va être de plus en plus présente. Pour les chaussures un peu compliquées encore, mais ce serait quelque chose de très chouette à mettre en place. Marine a aussi du mal à voir où se dirige l'industrie, mais elle évoque deux éléments qui me paraissent essentiels. Primo, la prise en compte des différences de privilèges sociaux et économiques des consommatrices, histoire de ne pas tomber dans un activisme classiste et excluant. Deuxio, la responsabilisation des géants du luxe, qui ne font majoritairement aucun réel effort pour améliorer leur impact, malgré leur niveau d'influence stratosphérique. Bah, c'est un peu compliqué parce que je pense qu'il faut tu vois, tu parlais tout à l'heure de colonialisme dans la mode, mais il faut pas oublier aussi que, nous, nos considérations, c'est quand même des considérations de trentenaires. Enfin, je sais pas quel âge tu as, mais, J'ai 23 ans. 23 ans, OK. Mais, de classe moyenne supérieure, blanche, qui a le luxe, de se poser ce genre de questions sur la mode, éco-responsable, qui a déjà processé tout un truc au niveau de sa consommation et qui du coup, en fait, aspire peut-être à des choses, un peu plus, éco, machin, nin nin, parce que d'une certaine façon, on est déjà passé par plein d'étapes de validation d'un statut social. Et en fait, moi, c'est quelque chose dont j'avais pas forcément conscience au début, mais notamment, enfin, moi, j'ai mon beau-frère qui travaille, sur toutes les notions d'impact, d'inclusivité, mais d'un point de vue social, donc comment on fait accéder, les jeunes issus de milieux, enfin, défavorisés aux études supérieures et ce genre de choses. Et ma sœur, sa femme, travaille aussi dans le social, avec, des mineurs, en grande, grande difficulté. Et en fait, quand tu vois les besoins et les envies de ces jeunes-là, qui ont envie d'accéder, qui ont envie de leur part du gâteau, bah, en fait, l'éco-responsabilité, ils s'en cognent, mais en fait, on les comprend.
parce qu'ils sont pas au même seuil de maturité en termes de consommation que nous. Puisque nous, en fait, les conneries, je dirais, de consommation, on les a faites quand on avait 15 et 16 ans et où nos parents nous disaient allez, va, c'est bon. Fais-toi plaisir. Et du coup, c'est bon, ça a été digéré, c'est assumé. Et maintenant, on peut se dire, moi, je ne consomme plus que des t-shirts qui coûtent 75 balles parce que. Enfin, c'est mon business, hein, donc. Mais c'est une réalité. Je sais pas vers quoi l'industrie va, en toute honnêteté. Mais je pense que, en tout cas, il faut trouver un moyen que ce discours ne soit pas seulement celui de classe blanche favorisée. Voilà. Et il faut trouver un moyen de le rendre cool et accessible et pas clivant, en fait. Parce que moi, des fois, je trouve qu'il y a un côté un peu clivant. Mais même chez nous, des fois, on se dit, mais putain, mais en fait, on est dans notre bulle, quoi. Parce que la problématique d'un gamin de 23 ans, à un moment donné, quand soit t'es étudiant, soit, je sais pas, tu galères parce que quand tu débutes dans la vie, c'est pas facile. Ouais, t'en as qui ont déjà ce truc de la seconde main, de trucs, mais t'en as, ils vont chez Zara, quoi. Et en fait, faut pas leur jeter des pierres non plus pour ça. Ils ont envie de s'habiller, ils ont envie d'avoir la sape, ils ont envie d'avoir le swag, et un moyen de l'avoir, c'est chez ces marques-là. Parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même cool ce qu'ils font d'un point de vue look, quoi. Donc du coup, il faut trouver le moyen à un moment donné de combler ce gap parce que pour le coup, un Vuitton, un Balenciaga, les gamins, c'est leur rêve quoi d'avoir ça un jour puisqu'il y a un gros truc de l'influence et tout. Et en fait, moi là où ça me ferait kiffer, c'est je me dis si eux arrivaient quand même justement à adopter un truc de ralentissement. Parce que faut pas se leurrer, même les jeunes, ils ont pas forcément envie d'avoir des drops toutes les 3 secondes. Ils ont pas le temps de le processer. Ce qu'ils veulent, c'est le produit trop cool. Et je pense que justement, les éditions limitées, ce genre de choses fonctionnent hyper bien. Genre en mode, on en a produit, je dis n'importe quoi, 5000 pendant le monde. C'est 5000 et 5000 et quand il y en a plus, il y en a plus. Il y a une désirabilité de ouf. Et je pense qu'il faut que ça vienne d'eux parce que c'est eux qui font rêver les gosses et c'est eux les gosses, la prochaine génération de consommateurs. Et du coup, il faut qu'ils arrivent à rendre tout ça hyper cool et hyper fashion. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Voilà, je trouve qu'il faut qu'on arrive à faire un truc comme ça, quoi. Et là, pour moi, l'industrie irait dans le bon sens. Et du coup, à faire tout un travail avec l'influence. Ça, ce serait canon. Je sais pas, moi, je me dis des Léna Situation, des trucs comme ça. Quand elle est invitée par Dior et tout, je sais pas, faire des trucs où tu as un statement, mais du coup, qui est suivi derrière. Parce qu'en fait, c'est elle que les gamins regardent. Et c'est elle, c'est eux la future génération de consommateurs. Voilà, donc moi, je trouve que c'est là-dedans qu'il faudrait que ça aille. Là, ce serait vraiment... Là, tu dirais, OK, cool. Merci infiniment à Marine et Elodie d'avoir partagé avec moi leur expertise sur la chaussure durable. Pour continuer à soutenir une production d'accessoires qui respecte la planète et les humains, je vous conseille vivement de suivre leurs projets. Vous pouvez retrouver l'univers de Nomasei sur Instagram à Nomasei Official et sur nomasei.com. Les créations de Chouchou sont à choper sur chouchou.paris et à contempler sur Instagram avec le même pseudonyme. Merci également à Télio Garfive pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode ? C'est le 11e de Couture Apparente et je suis ravie de le partager avec vous. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre coutureapparente.podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter afin de recevoir directement les nouveaux épisodes. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 18 octobre pour découvrir le 11e épisode de Couture Apparente.